La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre nouveau rendez-vous du TVR BPGO Business Club, l'économie décryptée par ceux qui la font et avec les chroniqueurs du jour que je vais vous présenter dans un instant. Nous sommes particulièrement honorés d'accueillir Patrick Gruau, président du groupe Gruau. Merci à vous Patrick d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. 132 ans nous contemplent, non pas, ce n'est pas votre âge, vous êtes bien évidemment beaucoup plus jeune, mais 132 ans, c'est l'âge de Gruau. Vous représentez aujourd'hui la 5e génération et nous sommes heureux de faire cette exploration d'une entreprise de carrosserie et de transformation de véhicules professionnels. Aujourd'hui, votre groupe est fort de 1450 salariés. Vous avez 250 millions de chiffre d'affaires, 11 sites de production en France, 4 à l'étranger. Et on l'a bien compris, le nom Gruau est un nom très fort, très porteur. Mais l'angle, tout le monde connaît Gruau sans réellement connaître votre activité. Ça, vous le sentez au fil des générations ? Oui, c'est une des caractéristiques, en fait, c'est de notre métier qui est celui de vivre à l'ombre des grands constructeurs. Les grandes marques, on les connaît, les Peugeot, les Renault, les Citroën, les Mercedes et autres. En réalité, plus de la moitié de leurs véhicules utilitaires passent entre les mains des constructeurs carrossiers comme nous, voire quand il s'agit de véhicules industriels, c'est 100% des véhicules passent entre les mains des professionnels de la carrosserie. Voilà. Première question avec Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Alors moi, je suis très impressionné, Patrick Gruau, parce que je vous apprécie beaucoup, beaucoup. Vous êtes, c'est une saga familiale et vous marchez sur 2 pieds vraiment les plus magiques pour le développement, c'est l'innovation et l'international. Alors il faut peut-être décrire un tout petit peu ce que vous produisez et pourquoi vous êtes allé en Pologne. Pourquoi vous êtes allé en Angleterre, en Italie? Pourquoi vous avez ce marché? Vous êtes numéro 1 en Europe, loin devant le 2e. Oui. Alors écoutez, il y a deux pieds. Effectivement, l'innovation fait partie de l'ADN de notre groupe, mais depuis toujours. C'est-à-dire que mon grand-père, mon père étaient déjà des innovateurs, comme j'aime les définir. Et c'est quelque chose que nous avons de très présent pour pouvoir faire la différence et avoir toujours une longueur d'avance par rapport à nos amis constructeurs qui sont en réalité aussi nos premiers concurrents. Donc nous essayons toujours d'avoir une longueur d'avance et nous pouvons l'avoir d'autant plus facilement que nous sommes plus près des utilisateurs des véhicules parce qu'en fait notre raison d'être est d'apporter des solutions pour les solutions de transformation pour les véhicules des professionnels et nous intervenons en aval du véhicule. L'équipementier, très souvent, lui, il intervient en amont, c'est-à-dire il apporte les différents composants. Nous intervenons une fois que le véhicule est fini. Et c'est nous qui sommes au contact du client utilisateur et c'est lui que nous démarchons. Et donc, c'est nous qui connaissons les mieux les usages. Et d'ailleurs, nous avons des expériences que nous appelons les vie ma vie, c'est-à-dire nous avons des collaborateurs de l'entreprise, un peu de tous les domaines d'ailleurs, pas seulement des personnes de la R&D, qui vont vivre des journées complètes aux côtés d'un utilisateur, d'un véhicule utilitaire. Et comme ça, le soir, eh bien, nous avons déjà des idées de ce que nous pourrions apporter en plus à nos clients utilisateurs. Donc ça, c'est le côté innovation. En ce qui concerne l'international, c'est clairement aujourd'hui, vu la place, le positionnement de Gruau en France, il faut que nous allions chercher nos leviers de croissance de l'autre côté des frontières. Et c'est ce que nous nous appliquons à faire depuis une vingtaine d'années. Mais là, on a encore beaucoup de progrès à faire. Même si on a une avance par rapport à nos concurrents, en fait, c'est un marché qui est très régionalisé, comme l'on dit aujourd'hui, c'est-à-dire pays par pays. Donc nous plantons quelques banderilles, effectivement, en Pologne, en Italie, en Algérie aussi, où nous sommes présents
sans parler de l'Afrique où nous sommes aussi très présents, mais au travers de marchés ponctuels, des appels d'offres auxquels nous répondons. Merci d'être avec nous, Sophie Langouette-Prigent. Vous êtes vice-présidente de l'Université de Rennes 1 et impatiente de poser votre première question à Patrick Gruot. Tout à fait. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Vous vous définissez comme un entrepreneur humaniste. Très tôt, vous avez opté pour le management participatif. J'aimerais avoir votre regard sur les nouvelles formes de collaboration, sur le télétravail notamment, les tiers-lieux, enfin tout ce qu'on vit actuellement. Faut que je vous dise la vérité. Bon. Je suis malheureux avec le télétravail, même si j'ai conscience que c'est une façon de travailler qui peut être utile dans certaines situations. Pour moi, rien ne remplace l'entreprise avec un grand E, c'est-à-dire un lieu de vie où on se retrouve tous et où on donne le meilleur de nous-mêmes lorsque l'on est en équipe. Une des 4 valeurs de notre projet d'entreprise, c'est l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe au travers d'écrans, comme on le vit depuis 18 mois maintenant, est assez difficile pour moi à vivre, tout simplement. Alors, les jeunes sont certainement beaucoup plus adroits avec les écrans que je ne peux l'être, mais je ne peux que les encourager à ne pas oublier un lieu, le lieu que représente une entreprise. Ce lieu qui est ici, où tous les collaborateurs de la banque se retrouvent, eh bien moi je suis très sensible à ce genre de choses. Donc je conçois que ça puisse améliorer. Et moi-même, je l'utilise aujourd'hui d'une autre façon que ce que je le faisais il y a 2 ans, mais ça ne remplacera jamais. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Ça améliore la productivité dans des réunions de pilotage, d'animation, c'est sûr, surtout quand on est à des distances entre les différents sites, que ce soit en France et à l'étranger. C'était très intéressant. Mais ça ne remplace pas. J'ai repris mes tours de France des filiales il y a quelque temps et croyez-moi, lorsque l'on est dans l'atelier, lorsqu'on va dans les bureaux de nos sites à Grenoble, à Lyon ou à Paris comme je l'étais la semaine dernière, rien ne vaut la présence sur le terrain. Merci à Hervé Kermarek, le président du MEDEF Bretagne, d'être parmi nous. Une question à Patrick Gruot. Oui, monsieur Gruot, votre parcours entrepreneurial, le vôtre et puis celui de l'entreprise est remarquable. D'abord parce que c'est une entreprise française et une belle entreprise industrielle française. On l'a vu, vous vous êtes développé à travers une gamme de produits, à travers tout un tas d'autres pays. Mais il y a un levier sur lequel vous avez fortement agi, c'est la croissance externe. J'ai lu dans votre parcours professionnel que l'entreprise Gruot avait racheté assez régulièrement ses concurrents. Est-ce que c'est ça finalement la solution pour maîtriser son marché et réussir à faire perdurer l'entreprise ? Alors, la première opération date de 1987. C'est la première fois que Gruot sortait de ses frontières mayennaises. Donc, tout simplement, c'est lié à, je dirais, cette volonté de croissance raisonnable, raisonnée, comme on dit chez nous, mais quand même une croissance qui était, à nos yeux, indispensable pour pouvoir intéresser les grandes entreprises, les grands comptes. Être présent sur l'ensemble du territoire en France, c'est aussi une façon d'apporter une qualité de service supplémentaire. Être présent en Pologne, comme nous le sommes, c'est à la demande d'un grand constructeur qui souhaitait que nous puissions l'accompagner dans ce pays. On a fait la même chose également en Italie. Donc ça fait partie des plus, mais j'ai toujours souhaité, si on regarde le parcours très précisément, il y a la croissance endogène et la croissance externe sont à peu près à moitié-moitié au niveau de la croissance de ces 30 dernières années. Donc c'est un savant mélange des deux. Voilà. Et puis ça correspond à des souhaits clairement identifiés. La présence à Paris que j'ai fait la première fois en 87, ça correspondait à une volonté d'apporter une qualité de service pour tous les concessionnaires ou les grands comptes de la région parisienne. Quand on sait que 20% du marché du véhicule utilitaire se passe en Île-de-France, il était important que nous puissions apporter une solution de montage rapide en région parisienne. Donc ça correspondait à un besoin particulier. Quand on s'installe, quand on rachète des entreprises qui font de l'ambulance, ça correspond à une volonté, à un moment donné, d'élargir le portefeuille d'activités pour lequel le Gruot commençait un peu à l'étroit dans ce que nous réalisions jusqu'alors. Voilà.
Alors aujourd'hui, l'entreprise Gruau est une entreprise qui force le respect, très belle entreprise familiale, avec des moments très durs parce que c'était à 28 ans que vous allez prendre les destinées et vous en êtes la 5e génération. Votre papa René Gruau va décéder d'un cancer foudroyant. Vous avez alors 28 ans. Vous vous dites que ce métier, vous le connaissez, vous êtes tombé dedans tout petit, vous êtes né juste à côté, mais on se sent peut-être aussi à 28 ans, on sent le poids des responsabilités, faire perdurer un groupe, un nom, poursuivre l'œuvre de son père, jeune, à 28 ans. Alors écoutez, le raisonnement n'a pas... Enfin, quand il arrive, ce qui est arrivé, vous avez envie de relever le défi qui se présente à vous, et d'autant plus volontairement que tous les cadres à ce moment-là de l'entreprise m'ont témoigné leur confiance pour m'accompagner aussi dans cette démarche. Donc je l'ai fait sans me poser de questions, parce que d'abord j'étais dans l'entreprise déjà depuis 5 ans, et puis ensuite parce que vous l'avez rappelé, je suis tombé dedans tout petit. Ma cour de récréation, c'était l'atelier de mon grand-père, où je m'échappais régulièrement pour aller au volant des camions ou regarder les peintres qui faisaient de magnifiques peintures à l'époque sur les véhicules. Donc j'ai ça dans mes gènes très, très clairement. Donc, et en plus, je le pense sincèrement, nous avons la chance d'avoir un très beau métier. Je dirais réaliser des véhicules aussi variés qu'une ambulance, qu'un bibliobus, que des véhicules pour la police ou la gendarmerie ou autre. On a en plus chez Gruau la diversité. La création. Oui, aussi. Et en fait, c'est notre projet d'entreprise de multispécialistes qui rend aussi notre groupe intéressant pour les compagnons, pour les collaborateurs qui y travaillent. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'avoir des parcours professionnels qui peuvent être très variés, déjà en termes de métier, de responsabilité, mais aussi géographique. J'ai des personnes qui sont parties aux États-Unis, d'autres qui sont parties en Pologne et autres. Donc on est dans une configuration où on peut offrir à nos collaborateurs, à des jeunes, des parcours professionnels intéressants. Maurice, nouvelle question. Moi, je suis très content, Stéphane, alors que sur la route, on suit sans arrêt Gruau sur tous ces véhicules militaires, gendarmerie à 2 roues, à 4 roues, à 6 roues. J'étais avec le général Casanova à Bourges, j'ai vu des véhicules à 8 roues. Vous transformez des véhicules, des frigos, etc. Vous êtes à une charnière de jeu du point de vue économique entre des grands industriels, Renault, Stellantis, qui réforme un peu sa relation à son réseau de concessions, etc. Qu'est-ce que vous observez et quels sont les défis que vous avez à relever, vous, Patrick Gruau, pour les 10 ans qui viennent? Parce que vous êtes un observateur clé, cette transformation vers l'électrique, etc. Ça va très, très, très vite, très fort. Vous êtes un observateur clé. Qu'est-ce que vous voyez comme défi à relever? Alors, c'est vrai que le fait de travailler avec 41 constructeurs différents, ça permet de faire un beau benchmark, et c'est évident. Alors, le sujet des énergies, puisque vous l'abordez, nous nous y sommes essayés. Le premier cahier des charges d'un véhicule tout électrique chez Gruau date d'il y a exactement 20 ans. C'était la naissance du microbus, un formidable petit véhicule de 6,80 m, 20 places, 180 mm du sol, qui continue à vivre en Bretagne, chez nos amis Bolloré, puisque nous avons collaboré ensemble dans une JV, et aujourd'hui ils ont repris la totalité du capital de cette société, et c'est réalisé à Erquequeberic, dans un lieu célèbre en Bretagne. Bon, ce sont l'électricité, l'hydrogène demain, sont indéniablement des solutions pour tous les véhicules qui roulent en ville, avec la fermeture des hypercentres comme on le voit apparaître dans les grandes villes, sans parler de Paris. C'est un véritable challenge pour tout le monde. Par contre, ce n'est plus à notre niveau. C'est fait pour les constructeurs. Ils y dépensent des milliards, en clair. On a
essayé, on a réussi à faire certaines choses. Ça a été des expériences très, très enrichissantes et qui nous permettent aujourd'hui de bâtir des offres globales entre un châssis électrique, demain un châssis hydrogène. Ça y est, il commence à sortir chez Stellantis, justement, et sur lesquels on est capable de proposer des solutions de carrosserie, d'aménagement qui vont compléter cette solution, par exemple, pour tout ce qui est livraison en ville, en particulier pour le dernier kilomètre, voire le dernier mètre. En tout cas, on est en train de bâtir des offres complètes avec des solutions de châssis existants chez les constructeurs. Sophie. Moi, j'avais une question concernant les jeunes talents. Enfin, j'en ai plusieurs questions, en fait. Est-ce que le fait de votre activité, vous souffrez d'une image de marque et vous avez du mal à recruter les diplômés d'aujourd'hui? Ça, c'est ma première. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ces jeunes qui, bon, c'est beaucoup lié à la crise aussi, mais sont en proie à de l'anxiété par rapport au monde du travail qui les attend dès qu'ils seront diplômés? Première question. Nous n'avons pas plus de mal que d'autres à recruter. Nous avons ce qu'on appelle la marque employeur aujourd'hui. Notre groupe est connu, reconnu, des jeunes ingénieurs de l'ESTACA, de l'ICAM, de différentes écoles d'ingénieurs, ou voire tout simplement de métiers aussi. Enfin, nous collaborons avec les compagnons du devoir du Tour de France. Nous collaborons avec des écoles qui ont, qui préparent à des CAP, BEP, Bac Pro, licence et autres. Et nous sommes même, très co-acteurs des programmes que nous réalisons pour eux et pour avoir les étudiants, les élèves les mieux formés au moment où ils arrivent chez nous. Donc ça, je considère depuis longtemps que c'est à l'entreprise de se rendre attractive. Voilà. En ce qui concerne j'ai perdu le fil. La deuxième. Les conseils pour ces étudiants qui sont en proie à de l'anxiété par rapport à leur entrée dans le monde du travail. Alors, je comprends qu'il puisse y avoir une anxiété, mais je crois que il faut être, si on a la possibilité de choisir son entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas, je dis toujours aux jeunes que je peux recevoir dans certaines circonstances, soyez attentifs au manager que vous aurez. C'est moins parfois le beau nom qu'il y a en haut du fronton que la qualité du manager qui va les faire grandir, en particulier pour le premier emploi. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est très, très sensible et c'est pas toujours comme ça qu'on regarde les choses et c'est le manager qui va vous faire grandir que vous devez choisir si vous avez la chance de pouvoir choisir. Voilà. Après, moi, je crois beaucoup à l'alternance. Personnellement, c'est le meilleur tremplin pour moi pour l'emploi. C'est le meilleur moyen pour l'étudiant, l'élève, de découvrir ce qu'est le monde de l'entreprise vu de l'intérieur. Et ça, c'est rassurant par rapport à ceux qui font le grand saut à la fin de leurs études et d'un seul coup, boum, ils découvrent. Alors, bien sûr, il y a plus de stages aujourd'hui qu'il y en avait par le passé, mais l'alternance a cet atout aussi pour l'entreprise de découvrir les jeunes, de les former, tout simplement. Et la réussite, c'est quand, à la fin de ce stage, en alternance, on a la possibilité de les recruter. Voilà. Hervé. Une question pour l'industriel que vous êtes, c'est le regard de la stratégie industrielle de la France. Vous êtes présent en Allemagne, vous êtes présent en France, vous devez pouvoir comparer les modèles. Je prends un exemple, l'Allemagne vient d'inaugurer une usine pour un équipementier Bosch avec la volonté de fabriquer 20% des microprocesseurs en France. Qu'est-ce que la France a raté dans cette stratégie pour que ces microconducteurs soient fabriqués plutôt en Allemagne plutôt qu'en France ? Je ne connais pas le dossier suffisamment pour pouvoir répondre à une question aussi précise. Je crois que la France a, historiquement, n'a pas été très très bonne pour promouvoir l'industrie.
Le sujet de l'industrie en France est un sujet que l'on traîne depuis trop longtemps et la compétitivité de nos entreprises en France s'appuie beaucoup plus sur la productivité que sur comment dire, on peut faire des comparaisons, effectivement. Quand vous êtes en Pologne et que vous avez des coûts liés à la main-d'œuvre qui sont 3,5 fois inférieurs à ce que nous avons en France, eh bien, ça amène à se poser un certain nombre de questions et ça, sans aller jusqu'à se comparer à la Pologne, il y a des écarts, il y a des négociations en Allemagne. J'avais eu l'occasion d'en parler avec un ami constructeur carrossier allemand. Il y a un dialogue aussi qui existe avec les partenaires sociaux qui est très très différent de ce qui existe en France. Les négociations, c'est pas tous les ans, c'est tous les 3 ans. C'est des choses qui permettent de s'inscrire un peu plus dans le moyen et voire le long terme. 3 années, ça représente quelque chose. Quand il y a eu des difficultés à un moment donné, la discussion a eu lieu, la négociation entre le land, entre l'entreprise et puis entre les salariés. Et l'entreprise s'était engagée à ne pas licencier, mais les salariés avaient accepté de baisser leur salaire et le land prenait la responsabilité du chômage partiel que cela représentait. Donc il y a une autre façon de gérer qui est, que je trouve plus pertinente que ce que l'on peut avoir historiquement en France. On traîne malheureusement un passé qu'il faut qu'on soit capable de corriger dans les temps à venir. Patrick Gruaud, il nous reste malheureusement moins de 4 minutes dans ce TVR BPGO Business Club. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez rapporté du Japon, des États-Unis, une forme de management. Et vous avez surtout aussi vu que la carrosserie française ou européenne était bien supérieure, bien meilleure aussi à ce que l'on peut faire à travers le monde. On a quand même... Le bien meilleur est un peu exagéré quand même. Meilleur. Mais on a des atouts. Nous pouvons être fiers, effectivement. La carrosserie européenne est indéniablement la plus pertinente, la plus compétitive au monde. Je parle là de rapport prestation-prix. Si je prends la chaîne du froid, les véhicules frigorifiques, c'est quelque chose qui intéresse la planète entière. Eh bien, indéniablement, c'est en Europe qu'elle est la plus pertinente. Et quand on zoome en Europe, il y a 2 pays qui se distinguent. Il y a l'Allemagne et la France. La France dans le véhicule utilitaire, l'Allemagne plutôt dans les poids lourds et dans les semi-remorques. Mais nous avons, dans notre beau pays, un très beau maillage de constructeurs carrossiers. C'est environ 400 constructeurs carrossiers qui existent en France. Et je ne peux qu'encourager les jeunes à aller frapper à la porte de ces établissements où ils y prendront du plaisir parce que c'est un beau métier qui n'est pas répétitif, où la main de l'homme a encore sa place, mais aussi l'intelligence dans les bureaux d'études et autres. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être une dernière question en 1 minute chrono. Question, réponse comprise. Alors, les yeux qui pétillent, parce que Patrick Gruaud, c'est le regard. Et il a les yeux qui pétillent, Patrick Gruaud, quand il parle de la reconnaissance qu'il a pour sa famille, en tant que continuateur d'une longue histoire. Quand vous parlez de vos salariés, vous avez beaucoup de reconnaissance quand vous parlez de tous vos salariés. C'est un peu le prolongement de la question de Sophie Langouette-Prigent tout à l'heure. Parlez-nous de l'ACO, les yeux qui pétillent aussi, et des 24 heures du Mans. L'Automobile Club de l'Ouest, l'ACO. Ah ben écoutez, ça c'est mon oxygène du week-end. Et en fait, l'Automobile Club de l'Ouest, eh bien c'est cette magnifique association, ce club qui organise tous les ans, bien sûr, les 24 heures du monde, mais aussi le championnat du monde d'endurance, mais aussi ce week-end, les 24 heures moto et le MotoGP et autres. Donc c'est une belle entreprise qui aide à promouvoir le Grand Ouest de la France, et c'est une belle chose. Et les sports mécaniques qui sont le laboratoire technologique des futurs véhicules, l'hybridation est née aux 24 heures du Mans, les premiers diesels qui courent, c'était aux 24 heures du Mans et autres. Il y a plein de choses qui se sont passées aux 24 heures du Mans. Et puis c'est une belle histoire d'hommes aussi. Bon, est-ce que l'on peut prendre un peu déjà date qu'un jour nous tournions un TVR BPGO Business Club vraiment au Mans pour les 24 heures ?
Ça fait partie toujours des choses possibles. Voilà. Il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, parce que là aussi, il y a un savoir-faire. On était très, très heureux et honorés de vous accueillir, Patrick Gruau, avec Maurice, Sophie, Hervé. Merci infiniment et je suis persuadé que la 6e génération est déjà bien là pour... Elle est en place. Elle est en place, c'est important. Merci beaucoup, Patrick Gruau, président du groupe Gruau. Merci infiniment. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres personnalités économiques au carrefour de ce TVR BPGO Business Club, toujours depuis ce magnifique écrin de l'Atrium. Merci à tous, excellente semaine.